L'illusion de propriété. Il existe une illusion silencieuse, mais profondément enracinée dans l'esprit humain moderne, celle de croire que nous sommes les propriétaires absolus de ce que nous possédons. Et c'est précisément cette illusion qui structure une grande partie de nos angoisses, de nos conflits et de nos déséquilibres intérieurs. Car dès lors que l'individu s'identifie totalement à ce qu'il détient, argent, biens, statut ou pouvoir, il se met dans une position fragile, où chaque perte devient une menace existentielle, chaque fluctuation une injustice et chaque comparaison une source de souffrance. Alors qu'une compréhension plus lucide de la réalité montre que tout ce que nous appelons propriété n'est en réalité qu'un état temporaire de gestion, de circulation et de responsabilité. Car rien dans l'expérience humaine n'est stable ni définitivement acquis d'ailleurs, ni même le corps, ni le temps, ni les relations, ni les ressources matérielles. Et cette vérité simple mais radicale transforme complètement le rapport à l'argent lorsqu'on l'intègre profondément, car l'argent cesse alors d'être une extension de l'ego pour devenir un outil de passage, un flux qui traverse la vie humaine sans jamais lui appartenir entièrement. Et c'est dans cette bascule mentale que se joue la différence entre deux attitudes fondamentales, celle de la possession anxieuse et celle de la gestion consciente. La première enferme l'individu dans une logique de peur, d'accumulation compulsive et de contrôle, tandis que la seconde ouvre un espace de respiration intérieure, où l'on comprend que l'utilité prime sur l'accumulation, que la circulation crée la stabilité réelle, et que la valeur d'une richesse ne réside pas dans son volume, mais dans la manière dont elle est utilisée et redistribuée dans l'expérience humaine. Et cette vision rejoint d'ailleurs des observations profondes en psychologie contemporaine, où l'on constate que les individus les plus apaisés financièrement ne sont pas nécessairement les plus riches en chiffres, mais ceux qui ont cessé d'identifier leur valeur personnelle à leur possession. Car dès lors que l'ego n'est plus fusionné avec le capital, une liberté nouvelle apparaît, une capacité à décider sans peur, à donner sans perte intérieure, et à traverser les fluctuations économiques sans effondrement émotionnel. Et cela met en lumière un paradoxe fondamental. Ce n'est pas la quantité de richesse qui crée la sécurité intérieure, mais la relation que l'on entretient avec elle. Car celui qui croit posséder totalement vit dans la tension permanente de la perte, tandis que celui qui comprend la nature transitoire des biens vit dans une forme de stabilité plus profonde, qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Et cette compréhension a aussi une dimension éthique essentielle, car elle change la manière dont on consomme, dont on accumule et dont on partage, en introduisant une responsabilité implicite, celle de ne plus gaspiller par peur, ni accumuler par insécurité, ni refuser de transmettre par attachement excessif, mais de considérer chaque ressource comme un élément d'un système plus large, où chacun est simplement un maillon temporaire. Et c'est ici que se révèle une forme de maturité intérieure rare, celle qui consiste à ne plus vivre dans la confusion entre être et posséder, entre identité et propriété, entre valeur humaine et valeur matérielle. Car tant que ces dimensions restent mélangées, l'individu reste vulnérable à toutes les variations du monde extérieur, alors que lorsqu'elles sont distinguées, il accède à une forme de liberté silencieuse, une stabilité qui ne dépend plus de ce qu'il a, mais de la manière dont il se situe face à ce qu'il a. Et finalement, la véritable richesse ne se mesure peut-être pas à ce que l'on accumule, mais à la capacité que l'on développe à ne pas être possédé par ce que l'on croit posséder.